Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du débrief. Ravi de vous retrouver en compagnie de nos invités comme chaque vendredi pour faire le tour de l'actualité de la semaine, l'actualité nationale et internationale. Et on commence avec l'actualité marocaine. On revient d'abord sur la résolution 2351 de l'ONU sur le Sahara marocain. Elle a été adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité vendredi dernier. On revient dans la première partie de l'émission sur les principales dispositions de cette résolution. Et puis, actualité internationale, on part en France où le débat présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'est tenu ce mercredi. On fera le point sur les principaux moments forts de ce débat. Avec nous ce soir pour nous parler de ces deux sujets, Mohamed Ezouak, directeur de yabiladi.com. Bonsoir Mohamed, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et à vos côtés, Naïm Kamel, directeur de publication de Koud.ma. Bonsoir. Bonsoir Naïm. J'ai oublié en vous présentant Mohamed Ezouak de signaler que yabiladi.com existait désormais dans sa version anglophone également. Tout à fait, depuis le 1er mai. Voilà. Merci. Alors, je le disais, on évoque d'abord la résolution 2351 de l'ONU qui a été adoptée vendredi dernier. Avant de passer au descriptif des principales résolutions qui ont été donc adoptées, un point d'abord, votre sentiment général. Est-ce qu'avec cette résolution, d'une certaine manière, il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour la résolution de ce conflit? Naïm Kamel. Oui, c'est-à-dire que la première mutation, c'est qu'il y a une forme d'apaisement. C'est-à-dire que ça fait 3 ou 4 ans qu'au niveau du Conseil de sécurité, chaque fin mois d'avril, on vit des tensions énormes et ça aboutit toujours à des équilibres très précaires, ne sachant pas sur quoi ça allait aboutir plus tard. Cette année, il y a une forme de consensus. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en même temps, Rabat et Alger se disent satisfaits de cette résolution. Donc tout le monde est content et c'est tant mieux si ça peut aider à instaurer une dynamique. Maintenant, peut-être on y reviendra tout à l'heure, il va falloir se méfier des termes et des mots. C'est d'ailleurs le terme qui a été employé par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Il a parlé d'une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique, c'est également l'expression utilisée par le secrétaire général de l'ONU dans son rapport. Et je crois que même dans la résolution, on la retrouve. Donc c'est créer une nouvelle atmosphère, une nouvelle ambiance. Ce que je dirais aussi, et ce que je devrais noter, c'est que cette année également, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont été les porte-plumes de la résolution. Donc ils ont été chargés de la rédaction et ils l'ont été l'année dernière et l'année d'avant. Or, on voit qu'il y a, et j'espère que c'est un bon signe que ça va durer, que les États-Unis ont un peu modulé parce que les républicains ne sont pas sous la pression de Kennedy, de la Fondation Kennedy, de tous ces organismes qui couraient pour Alger. Et qu'on a trouvé une formule qui, d'ailleurs, l'influence du secrétaire général ne devrait pas être étrangère. Et ça c'est connu, à cette modération du propos. Il lui a donné sa teinte. Il lui a donné sa teinte. En même temps, ce qu'il faut remarquer, c'est que avant, quand c'était les États-Unis qui rédigeaient des projets de résolution qui ne plaisaient pas tout à fait au Maroc, Moscou se tenait à l'écart et laissait la France faire le travail de la modération. Or, aujourd'hui, on assiste à la scène inverse, puisque Moscou est monté au créneau pour éviter au Polisario la série de condamnations qui allait lui tomber sur la tête. Mohamed Ezouak, votre sentiment aussi par rapport à cette résolution, est-ce que c'est effectivement une nouvelle phase qui s'enclenche ? Oui, alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est dans un nouveau contexte aussi. Première chose, un nouveau contexte international, enfin un contexte international qui a changé profondément, avec des tensions sur la région sahélienne, notamment liées au terrorisme et donc à la sécurité, questions migratoires évidemment. Donc tout ce contexte, on voit aussi le bras de fer qu'il y a aussi en Syrie, qui attire l'attention, qui occupe l'attention des grandes puissances. Il y a évidemment aussi le changement d'administration à Washington, qui a, Naïm Kamel l'a souligné, qui a changé complètement
l'attitude, on a vraiment eu un virage assez marqué du département d'État, et donc notamment dans la rédaction du pré-rapport, qui était beaucoup plus favorable à la position du Maroc que les pré-rapports précédents. Ensuite, il y a eu quand même le changement. Ça aussi, c'est très important à souligner, le changement à la tête de l'ONU. Le secrétaire général, c'est son premier conseil de sécurité sur la MINURSO depuis qu'il est arrivé à la direction de l'ONU. Il y a aussi le départ de Ross, même si il y a encore sa patte, même s'il y a encore son ombre qui plane ou qui circule dans les couloirs de l'ONU. Mais le départ de Ross aussi est à marquer dans le changement aussi peut-être de perspective et de vision de l'ONU et d'attitude vis-à-vis de ce dossier par l'ONU. Et puis enfin aussi à souligner une nouvelle direction au sein du Polisario qui a été dans une attitude beaucoup plus belliciste. Voilà, une volonté d'aller à la confrontation. Et de provocation. Et de provocation, effectivement. Et par contre, de son côté, le Maroc vient de, comment dire, même s'il y a eu des tensions les années précédentes, même si le Maroc a haussé le ton les années précédentes, là, il est arrivé avec une attitude beaucoup plus conciliante, et même, je dirais, entre guillemets, avec des cartouches dans sa besace, c'est-à-dire qu'il venait avec des signes de bonne volonté. Donc tout ça, forcément, a joué dans l'écriture, dans la rédaction, dans les mots choisis, déjà dans le rapport de Guterres, et puis ensuite, qui a eu évidemment... Dont la plupart se sont retrouvés très exactement dans la résolution finale. Tout à fait, avec des nuances, puisque des pays membres du Conseil de sécurité sont intervenus pour nuancer les différentes des mots qui pouvaient paraître peut-être un peu durs vis-à-vis du Polisario, et donc les atténuer. C'était notamment le cas de la Russie. Alors, un des éléments clés dans cette résolution, ça a été le problème sur la zone de Guerguerat. Est-ce qu'on peut dire que finalement cette décision du Polisario qui a capitulé d'une certaine manière en se retirant de cette zone, qui a été mise au pas, est-ce que c'est une victoire stratégique pour le Maroc? Est-ce que c'est un camouflet pour les séparatistes du Polisario? Naïm Kamel. Sans doute que c'est un camouflet pour le Polisario, parce qu'il aurait dû, s'il avait été un brin intelligent, et ceux qui sont derrière également, il ne faut pas parler que du Polisario, parce que ça serait absoudre Alger du rôle actif, militaire et diplomatique et financier qu'elle joue dans cette partie. Donc ils auraient été plus intelligents de répondre à l'appel du secrétaire général dès lors que le Maroc avait accepté de se retirer sans condition au moment où le secrétaire général l'avait demandé. C'était le 25 février dernier. C'est le 25 février dernier. Parce que je voudrais vous faire remarquer, par rapport à cette résolution, je note que, c'est-à-dire dans le préambule, dans ce qui est un rappel, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que, considérant que la solution politique de ces différends de longue date est le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe, contribuerait à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel. C'est-à-dire, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est la première fois qu'une résolution du Conseil de sécurité établit un lien direct entre la situation au Sahara et dans la zone avec ce qui se passe dans le Sahel comme situation d'insécurité, d'instabilité, de terrorisme. Donc c'est quelque chose qui est en train d'entrer dans la culture et dans le langage politique du Conseil de sécurité. Et le Maroc, ça fait des années qu'il attire l'attention sur les liens que tisse le Polisario avec les réseaux de trafic de drogue, de trafic d'armes et les réseaux terroristes de la région. Le deuxième point que j'aimerais... Alors, ne prenez pas trop d'avance, Naïm Kamel, parce que moi j'étais partie pour parler de l'issue des tensions sur la zone de Guerguerat, et ensuite on reviendra effectivement sur cet aspect important, parce que le rapport insiste beaucoup sur les risques pour la stabilité régionale, pour appeler les différentes parties et voisins du Maroc à s'entendre. Mohamed Dessour, sur cette issue pour la zone de Guerguerat? Alors c'est effectivement le point nodal en fait, et l'élément qui est central au niveau
des débats qu'il y a pu y avoir à l'ONU, au Conseil de sécurité. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'attitude du Polisario était de maintenir la pression, d'attirer, de faire un focus sur cette zone pour en faire une sorte de point d'achoppement pour les médias internationaux, les ONG et évidemment les chancelleries et l'ONU pour qu'ils puissent, enfin en tout cas que le conflit du Sahara redevienne un petit peu un conflit important aux yeux des différentes capitales. Donc il a voulu maintenir sa pression. Mais il y avait aussi un usage interne. C'est-à-dire pour les jeunes faucons au sein du Polisario, c'était une manière de montrer que le nouveau dirigeant du Polisario était un homme fort et qu'il n'hésitait pas à aller conquérir des territoires qui sont en fait qui est une zone tampon tout simplement, et donc d'où les photos vers l'océan, etc. Et donc il y avait une sorte de propagande comme ça pour montrer qu'il était capable finalement de faire mieux que son prédécesseur décédé, et qu'il pouvait... et ça permettait aussi, parce qu'il y a des dissensions aussi entre les différentes têtes d'affiche du Polisario, où certains aussi sont très bellicistes, donc ils voulaient faire montrer un peu les muscles. Le problème, c'est qu'il a été un peu pris au piège, puisque le Maroc a battu un petit peu en retraite pour mieux justement gagner des points, pour marquer des points. Et finalement, il a été pris à son propre piège parce qu'il a voulu continuer cette phase de tension, parlant d'ailleurs, entre guillemets, de territoire libéré. Et finalement, à l'ONU, à un moment, il était pris à son propre piège puisque l'ONU, le Conseil de sécurité, exigeait évidemment un retrait préalable avant même de pouvoir avancer sur. Et ça, ça lui a beaucoup desservi, même s'ils essayent aujourd'hui au sein du Polisario, s'ils essayent d'habiller ce camouflet, ça va être très compliqué. Parce que quand on parle de victoire et qu'ensuite on se retire, c'est un peu compliqué de vendre ça, notamment aux jeunes qui trépignent d'impatience et qui se disent « oui, il faut qu'on marque des points, on en a marre de cette situation », surtout que la situation économique, humanitaire au sein des camps de Tindouf est assez délicate. Et d'ailleurs, ça a été souligné dans le rapport du Conseil de sécurité. Absolument. Alors, l'autre aspect, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Naïm Al-Kamal, donc on va enchaîner sur celui-là, sur l'implication des pays voisins du Maroc dans la résolution de ce conflit. Alors, vous avez cité ce passage où le Conseil de sécurité encourage les parties à démontrer une volonté politique supplémentaire en vue de parvenir à une solution, y compris en élargissant leurs discussions sur les propositions de l'autre et en encourageant davantage les pays voisins à contribuer au processus politique. Et jamais auparavant, dans une autre résolution du Conseil de l'ONU sur le Sahara, un pays voisin, en l'occurrence l'Algérie, n'a été autant cité. Et le représentant permanent du Maroc à l'ONU, M. Omar Hirel, l'a d'ailleurs déclaré. Voici ce qu'il a dit. Pour la première fois, le Conseil de sécurité a interpellé les pays voisins et consacre la centralité de leur rôle. Ainsi, l'Algérie ne peut plus se dérober de sa responsabilité dans ce conflit régional, ni dans le rôle qu'elle se doit de jouer pour parvenir à une solution politique. C'était donc la déclaration de Omar Hirel à la presse le 28 avril. C'est aussi un changement de cap majeur, le fait de répéter plusieurs fois dans cette résolution la nécessaire implication de l'Algérie. On ne va pas parler pour l'instant de changement de cap, mais on a pris un nouveau pli. Dans cette histoire, de la présence de l'Algérie dans le conflit, voire de la Mauritanie, c'est un jeu de duplicité et un jeu de dupes. On sait que chaque fois qu'il y a une rencontre Maroc-Polisario, ils sont cités comme des partis concernés, comme des partis observateurs. Et ils sont là. Aujourd'hui, on leur dit, vous avez un rôle beaucoup plus que celui, soi-disant, d'observateur. Vous avez un rôle à jouer pour donner à la nouvelle dynamique proposée par le secrétaire général de l'ONU et nourrie par le Maroc toutes ses chances d'aboutir. On va voir ce que ça va donner. C'est un début, c'est-à-dire que nous sommes dans l'amorce d'un nouveau processus. On va voir ce qu'il en adviendra. Pour l'instant, si on entend, mais ça c'est de bonne guerre, le discours d'Alger, on n'y est pas encore. Le compte n'y est pas. On s'attend, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que ça me semble un aspect important. Moi, ce que j'aimerais souligner, ce que je voulais souligner tout à l'heure, ce qui est important, c'est que quand vous allez toujours dans le préambule, vous trouvez que le Conseil de sécurité prend note de la proposition marocaine présentée au secrétaire général le 11 avril 2007 et
ajoute, se félicite des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant vers un règlement. Donc, ça, c'est quelque chose d'engageant et, à mon sens, de nouveau. Ce n'est pas seulement considère que c'est un effort il se félicite. Le même paragraphe dit, mais alors là, d'une manière sèche, prenons note également de la proposition du Front Polisario présenté au secrétaire général le 10 avril 2007. Il ne se félicite pas, il ne signe rien d'autre. Donc, il y a quand même dans la sémantique de la rédaction de ce paragraphe une position avantageuse, ou une position à l'avantage qui prend vraiment note en se félicitant de la bonne volonté du Maroc que tout le monde devrait, dans l'avenir... Et qui avait déjà été souligné bien avant l'adoption de cette résolution par nombre de chancelleries étrangères, notamment la France. Mais aujourd'hui, on la trouve noir sur blanc, actée dans la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Maintenant, mais peut-être j'y reviendrai tout à l'heure, on est dans une dynamique où on est en train de faire un jeu de connotation, de sémantique. Chacun, vous savez, pareille résolution, on en met un peu de tout pour que chacun puisse y trouver un peu son compte et chacun l'interprète à sa manière. Alors, il y a un autre aspect aussi, Narim Kamel et Mohamed Ezouak, c'est sur la nature de cette solution. La formulation adoptée dans, dans la résolution du Conseil de l'ONU parle d'une réflexion sur d'un accord sur la nature et la forme de l'exercice de l'autodétermination. Donc, pour la première fois, ça ouvre la voie à des négociations un peu plus ouvertes sur la forme et la nature de cette solution politique. Donc, est-ce que ça aussi, c'est un point important de cette résolution? C'est fondamental. D'ailleurs, si vous voyez, si vous lisez la réaction d'Alger, il est très clair. Le Maroc se félicite que sa proposition soit toujours maintenue comme position crédible et que ses efforts soient salués. L'Algérie ne prend que, comme on dit chez nous, elle s'arrête sur pour permettre au peuple du Sahara, etc., d'exercer le droit à l'autodétermination. C'est parfait. Les Algériens n'ont pas tout à fait tort quand ils disent ça, et même quand ils disent que le fait de souligner les efforts du Maroc, ça ne veut pas dire que ça va conduire, que c'est l'autonomie la seule solution. Mais en même temps... Mais ça veut dire, ça veut dire aussi que le mot d'autodétermination n'est pas enfermé dans la simple conception d'un référendum. Il se retrouve ouvert. C'est-à-dire les Algériens, historiquement, les Algériens sont les mieux placés pour comprendre la subtilité. Et les Algériens, quand ils ont obtenu leur indépendance, ils n'ont pas été poser une question au peuple algérien, est-ce que vous voulez rester dans le giron de la France ou avoir votre indépendance? Ils ont été à Évian négocier un accord avec la France coloniale, et une fois que cet accord a été obtenu, on a soumis cet accord à référendum pour qu'il soit entériné ou rejeté. La même chose peut se faire pour... D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on le dit. La même chose peut se faire pour le Sahara. On se met d'accord sur une solution mutuellement acceptable. La résolution l'ajoute. Une solution politique mutuellement acceptable. Et mutuellement acceptable, le Maroc a déjà fait un pas, même 2 pas en avant. Il faut que l'autre partie fasse de même. Mohamed Ezouak. Déjà, l'autodétermination, de tout temps, n'implique pas que 2 formes. Soit un référendum qui veut dire oui ou non, donc soit vous êtes rattaché au Maroc, soit l'option indépendantiste. Donc l'autodétermination a quand même un sens beaucoup plus large, et donc il y a plusieurs formules d'autodétermination. Il peut y avoir des situations de fédéralisme, d'autonomie élargie, etc. Je voudrais juste revenir sur l'implication des pays voisins. Effectivement, c'est un des éléments importants dans cette résolution, un des éléments nouveaux dans cette résolution. C'est souligné à plusieurs reprises d'ailleurs le rôle des pays voisins. Donc évidemment, on pense à l'Algérie et à la Mauritanie. Mais il y a aussi, et ça c'est assez intéressant, dans une des phrases, il est souligné l'Union du Maghreb arabe, qui serait finalement, qui pourrait accompagner, alors c'est
j'interprète, je fais de l'exégèse, mais qui pourrait être en fait une sorte d'organisation qui permettrait justement alors soit de résoudre finalement ce conflit du Sahara, soit c'est le conflit du Sahara qui bloque finalement cette organisation. Et donc, en gros, on appelle, il y a un sous-entendu pour relancer cette dynamique de l'Union du Maghreb arabe, de l'UMA, pour justement mettre de côté finalement, parce que ça pose un vrai problème. Et le problème, l'ONU ne s'intéresse pas aux problèmes économiques entre le Maroc et l'Algérie, très peu d'échanges, etc. Mais je pense plutôt, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du contexte international, je pense que le gros problème, c'est les questions sécuritaires dans cette zone. Il y a un besoin, et je pense que les grandes capitales sentent ce besoin de contrôler cette zone et de s'appuyer sur des pays qui coopèrent. D'ailleurs, je crois que ça a été souligné, hein, la coopération sécuritaire est un peu, pédale un peu dans la semoule entre le Maroc et l'Algérie. Et donc, l'objectif des grands pays, ou des pays de manière générale, l'ONU, c'est d'inviter le Maroc, d'inviter l'Algérie et les autres pays de la région à coopérer et ne plus être dans cette stabilité régionale. Tout à fait, parce que c'est extrêmement important. Et on sent très bien qu'il y a une sorte de poudrière à Tindouf, dans toute la région, et qui pourrait, de faire une déflagration et devenir un vrai problème au niveau de toute la région, comme on a pu le voir en Libye, comme on a pu le voir aussi au Moyen-Orient. Donc c'est extrêmement important de repartir sur des bases beaucoup plus coopératives. Maintenant, la question restera qui, à Alger, sera disposé à renouer le dialogue avec le Maroc. Alors vous avez évoqué Tindouf, autre aspect aussi novateur de cette résolution, le Conseil de sécurité, c'est la 6e année consécutive qu'il rappelle l'importance d'un recensement, mais le fait nouveau cette année, c'est qu'il insiste pour que des efforts réels soient déployés à cet effet. Et d'ailleurs, Omar Hillel, le représentant du Maroc à l'ONU, l'a aussi rappelé dans sa déclaration à la presse le 28 avril. Voici ce qu'il a dit: pour la première fois depuis 9 ans, le Conseil de sécurité a musclé la partie relative à l'enregistrement des populations des camps de Tindouf. Est-ce que là aussi on peut y voir la patte d'Antonio Guterres qui connaît très bien justement ces camps? Parce qu'elle était haut commissaire aux réfugiés. Et d'ailleurs c'est l'organe de l'ONU qui doit être habilité pour faire ce recensement. Cette histoire de recensement n'est pas nouvelle. Il a été reconduit dans plusieurs, c'est-à-dire pas toujours, parce que l'Algérie veut maintenir le flou total sur le nombre de réfugiés sahraouis qui se trouvent à Tindouf, parce que ça ne l'arrange pas, soit que l'on fasse un référendum, soit que pour les aides humanitaires, parce qu'il y a un énorme trafic là-dedans, qui a été démontré par les commissions de l'Union européenne et par les enquêtes de l'Union européenne à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment un talon d'Achille dans l'attitude de la diplomatie algéro-polisarienne. Et là, il y a une montée, il y a une montée de ras-le-bol de ce refus qui dure depuis des années. Et je crois que c'est aussi à mettre à l'actif de la diplomatie marocaine qui dit, bon, écoutez, nous, vous savez ce qu'il y a, vous pouvez venir dans les zones du Sahara récupérer compter les Marocains, le Conseil des droits de l'homme peut venir, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU peut venir, des associations également viennent de temps en temps, et tout le monde vit. D'ailleurs, il est édifiant qu'on parle de la précarité de Tindouf, des gens de Tindouf, alors qu'on ne parle jamais de précarité des Sahraouis du Sahara que le Maroc contrôle. Ça, c'est des choses importantes qui sont en train d'émerger progressivement pour mettre à nu cette mystification de l'histoire. Mohamed Ezouak, sur ce recensement qui aujourd'hui l'ONU appelle à des efforts réels déployés dans ce sens, Tout à fait. Le recensement est une pierre dans la godasse du Polisario qui, effectivement, c'est assez bizarre. Hein. Ils crient toujours, ils appellent à un référendum, mais ils ne veulent toujours pas laisser le HCR faire son travail et donc comptabiliser tout simplement le nombre de réfugiés à Tindouf, dans les camps de Tindouf, et savoir qui est qui. Est-ce que vous êtes vraiment des Sahraouis du Maroc, ou bien est-ce que vous êtes des Sahraouis qui venaient du Mali ou ou Mauritanie, ou du Sahara algérien. Et donc là, on voit très bien qu'il y a un double jeu. Alors le Polisario essaie de gonfler les chiffres, parle de 120 000, de 150 000. Les estimations les plus crédibles parlent plutôt de 80 000. Bon, on a du mal à évaluer, mais laissez le travail
le HCR faire son travail, et donc faire ce recensement qui est un préalable. On ne peut pas demander un référendum avant même qu'il y ait un recensement. Il faut savoir déjà sur quelle base va s'appuyer, sur quelle base électorale va s'appuyer ce référendum. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Il y a aussi un autre élément qui a été souligné dans la résolution 2351, c'est l'implication du HCR. C'est l'appel aux partis de travailler de coopérer, de travailler de manière plus concertée, de laisser le HCR faire son travail, ce pourquoi il est destiné. Et donc on sent vraiment la patte justement de Guterres qui a insisté sur le rôle fondamental, peut-être même plus que la MINURSO, c'est vrai qu'il a été très souligné, le rôle fondamental du HCR. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut qu'on ait plus de clarté sur les populations à Tindouf, leur situation, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un blackout sur les ONG ne peuvent pas vraiment. On se souvient de France Liberté, l'association, l'ONG française de Madame Mitterrand. On se souvient du rapport, vous l'avez souligné, de l'Union européenne sur le détournement des aides. Et donc il y a quand même un flou. Alors après, il y a aussi le Maroc qui dit qu'il y a une collusion entre les gens, certaines personnes du Polisario avec des organisations terroristes. Et voilà, il y a énormément de flou et donc on a besoin d'avoir plus de clarté sur ce qui se passe à Tindouf. Merci Mohamed Ezouak et Naïm Kamel de nous avoir aidés à décrypter cette résolution de l'ONU. C'est l'heure de la pause. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief, merci d'être resté avec nous. On part maintenant en France. Ce mercredi avait lieu le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle entre la candidate du Front National Marine Le Pen et le candidat d'En Marche Emmanuel Macron. Alors avant de revenir à quelques points clés de ce débat, une première question d'abord, est-ce qu'il fallait accepter ce débat avec Marine Le Pen? Mohamed Ezouak. Alors, c'est vrai que Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen en 2002. J'estime que c'était plutôt bien vu, pour le coup, c'est-à-dire montrer qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a les partis, il y a les partis républicains et puis il y a les partis qui n'ont pas encore fait le ménage avec leurs idées, des idées fascistes, des idées d'extrême droite et la haine de l'autre. C'est vrai que le contexte a beaucoup changé, beaucoup de partis ont pris... 15 ans ont passé. Voilà, 15 ans ont passé, et puis beaucoup de partis ont flirté avec l'extrême droite. D'un point de vue démocratique, on pourrait dire tout simplement oui, c'est bien que le débat se fasse. A posteriori, je dirais, Jacques Chirac avait raison. Naïm Kamel, vous partagez cet avis? Partiellement. Partiellement, parce que c'est vrai, Jacques Chirac avait raison de refuser de discuter avec Le Pen, mais à l'époque, Le Pen était à 18% et le Front républicain, c'est-à-dire qui regroupait tous les antifrancistes, était très fort. Et d'ailleurs, les scores du scrutin allaient le démontrer, puisque Chirac est élu à 82% et que Jean-Marie Le Pen est resté bloqué à 18%, celle qu'il a eue au premier tour. Ensuite, il y avait la rue. Il y avait des millions de gens dans les rues. Oui, il y avait une énorme mobilisation. Or, on est dans un contexte différent. Aujourd'hui, on est dans un contexte où d'abord, les idées du Front National ont progressé et ont gangréné également les autres partis. Les Républicains, une partie des Républicains, ne répugnent pas. D'ailleurs, on a vécu ça avec Nicolas Sarkozy, qui a fait une triangulation, croyant récupérer, au nom de récupérer, c'est-à-dire, on a crié pendant des années, on a travaillé sur un credo de dire il y a la direction, il y a Marine Le Pen, il y a Jean-Marie Le Pen, et il y a l'électorat de Le Pen. Qu'il ne faut pas diaboliser l'électorat de Le Pen, qui lui exprime une colère, une souffrance, et qu'en conséquence, il faut aller chercher. Il faut aller le chercher, il faut aller le convaincre. Mais aller le convaincre en reprenant ses propres thèmes, ou en reprenant les thèmes du FN, c'est vraiment lamentable. Historiquement, ça a été prouvé, ça n'a fait que renforcer en partie, ce n'est pas la seule cause, en partie le Front National et l'extrême droite.
Bon, il y a aussi la gauche. Le Parti socialiste a aussi repris, certaines non, idées, oui, certaines mesures certainement, des chances de nationalité. un peu moins que l'UMP, un peu moins que les Républicains tout de même. Et d'ailleurs, on voit que le flirt avec Le Pen et les alliances qui se font viennent plus de la droite que de la gauche. Mais s'il avait refusé ce débat, est-ce qu'au contraire, ça aurait servi Marine Le Pen? Il aurait servi Marine Le Pen. Ils vont dire, le voilà, il est incapable de venir discuter avec les Français les problèmes des Français. Et ça aurait été très facile. Or, quand on a vu le débat, mais peut-être qu'on va en parler, certainement, Absolument. on voit que, et finalement, il est sorti à l'avantage d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de la presse, notamment internationale, qui a été pour le moins lapidaire dans ses commentaires sur ce débat de mercredi? Alors, je vous cite juste quelques titres de journaux. Alors, Die Zeit, le journal allemand, voici ce qu'il écrit. Le Pen a fait du Trump. El País parle d'un combat anormal, asymétrique, de l'escrime contre du catch, un fleuret contre un marteau, des arguments contre de l'affect. Est-ce que vous partagez cette perception de ce débat, Naïm Kamel? Moi, je partage ce constat, c'est-à-dire je n'aurais pas pu écrire mieux. Surtout que c'est l'escrime contre le marteau. Le marteau. On est vraiment dans l'image. L'escrime contre du catch, un fleuret contre un marteau. Un fleuret contre un marteau. On est dans cette image. On ne vous demande pas qui était le fleuret et qui était le marteau? Oui, c'est pas la peine. D'ailleurs, on devrait féminiser maintenant le marteau. Donc, je ne sais pas si on pourrait l'appeler la martelle. Donc vous partagez cet avis que c'était très déséquilibré. C'est-à-dire, non. Sur le style. Sur le style. On ne peut pas parler de déséquilibré. On était sur deux registres différents. C'est-à-dire, on avait deux interlocuteurs qui ne se parlaient pas au fond, qui ne s'entendaient pas. Même si Emmanuel Macron a fait beaucoup d'efforts pour ramener le débat vers les programmes, et d'ailleurs, chaque fois qu'il a réussi à le faire, il a mis à mal Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est l'histoire de la SFR et de Vivendi, Alstom. Même sur l'histoire même s'il a un peu cafouillé, lui, ici, sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Donc, il y a eu des moments ainsi. Pour le reste, on a vu une cadence, un débit d'injures d'un mètre cube à la nanoseconde de la part de Marine Le Pen, qui ne voulait rien débattre, qui ne voulait rien discuter. Alors Marine Le Pen parlait de Macron, Macron parlait de la France. Parlait de la France. C'est un peu ça, voilà, c'est à peu près ça. Et pour résumer, je dirais, bon, hier c'était une Marine Le Pen en deçà de tout et surtout en dessous de la ceinture. Mohamed Ezzouak, votre sentiment sur ce style asymétrique, est-ce qu'on a eu le sentiment que c'était véritablement un présidentiable contre une opposante? Est-ce qu'elle s'est cantonnée simplement à la figure de l'opposition permanente? Oui, on y reviendra, mais effectivement, je pense que c'était une stratégie de Marine Le Pen. C'était délibéré? Oui, je pense, parce qu'elle maîtrise suffisamment les codes, notamment au niveau de la communication politique, et elle est assez intelligente. Je pense il ne faut pas dénigrer les ennemis. Parfois, il faut aussi, et Macron, parfois, a une attitude peut-être un peu trop suffisante. Mais je pense que c'est délibéré, et elle sait très bien elle est déjà en train de réfléchir au coup d'après, les législatives. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir un petit peu la dérive. En fait, on a eu tout le débat avant le premier tour, qui était plutôt de bonne facture. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu des vrais débats avec même les petits, ce qu'on appelle les petits candidats qui avaient réussi à s'accrocher, à s'agripper, qui ont marqué des points, qui ont marqué les esprits, qui ont fait quand même beaucoup de bien au débat d'idées. Et d'ailleurs, on a très peu parlé d'islam à l'époque, on a parlé quand même de projets un peu nouveaux, donc c'était assez intéressant. Dès la soirée du premier tour, patatrac, comme on dit, ça a été catastrophique. On s'est retrouvé avec les égos qui sont revenus, Mélenchon d'ailleurs, qui a eu une position quand même assez ambiguë, et d'autres, les alliances, la petite cuisine politique, avec le ralliement Dupont-Aignan, des calculs. Mais à Mélenchon, on peut aussi prêter
le coup d'après. Tout à fait, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès la soirée du premier tour, ils étaient tous déjà dans les calculs, alors certains pour la présidentielle, ou peut-être même que les jeux étaient déjà faits. Donc tout pour les législatives. Mais surtout pour les législatives. Et on a vu dans ce débat, et d'ailleurs les chiffres ne trompent pas, et l'avis de la presse internationale ne trompe pas, effectivement c'était le débat le plus médiocre, à mon sens. C'était le débat présidentiel le plus médiocre de la Ve République. Et d'ailleurs, au niveau des audiences, c'était l'audience la plus faible de tous les débats du second tour des élections présidentielles françaises. Je crois qu'on doit être aux alentours de 15 millions. 15 ou 16, voilà. 16 donc, on voit très bien que même les Français sont complètement déconnectés, ne veulent même plus voir la suite du film. Ils se disent, bon, soit je vais m'abstenir, soit de toute façon je vais aller voter. Je ne veux même pas chercher à être convaincu ou à entendre les arguments de l'un et l'autre. De toute façon, effectivement, d'un côté, il n'y avait pas beaucoup d'arguments et plus des attaques personnelles. Alors, il y a autre chose aussi qui est ressorti de ce débat, c'est le moment où les deux candidats ont chacun pris un peu l'ascendant sur l'autre. Il y a eu quelques moments... alors, Emmanuel Macron, c'était plutôt sur les thèmes de l'économie, et notamment de l'économie européenne. Marine Le Pen, c'était plutôt sur le thème du terrorisme et de l'immigration. Alors, est-ce que là, justement, on n'a pas vraiment vu ce qui incarne ces deux candidats, la question économique pour Emmanuel Macron, la question de l'immigration et du terrorisme pour Marine Le Pen, et de l'islam? Oui. Même si la question de la laïcité, qui est souvent liée à celle de l'islam, a été totalement occultée. C'est-à-dire que Macron a une attitude réservée sur l'histoire de l'appréhension de l'islam, du fondamentalisme islamique, et il sait qu'il n'est pas en terrain favorable. Alors que lui, il a une attitude modérée, et il le sait, mais il sait aussi qu'une grande partie de la société française, malheureusement, n'est pas réceptive à ce discours. Donc, il a dû marquer une certaine retenue pour ne pas tomber dans le piège où voulait le conduire Marine Le Pen. Moi, ce qui m'accable dans cette histoire, et d'ailleurs, c'est les attaques contre l'islam sans distinction. C'est pas de l'amalgame, c'est pas de l'islamophobie, parce qu'on se trompe souvent en parlant d'islamophobie qui, lui, peut s'expliquer sans qu'il soit excusé. Mais on est dans l'anti-musulmanisme, de la même manière quand on était à la première moitié du XXe siècle des antisémites. Aujourd'hui, on est en train de faire de l'antimusulmanisme de la même manière qu'on faisait de l'antisémitisme le siècle dernier. Donc, et ça, c'était vraiment... c'est pas le naturel qui est revenu au galop, il est revenu à la vitesse supersonique, ou même à la vitesse lumière. Et là, c'était vraiment le visage hideux, haineux, intolérant de ce qu'est vraiment l'extrême droite française. Mohamed Ezouak, sur cette question? Alors moi, j'aurais juste une petite nuance par rapport à ce qu'a dit Niam Kamel. En fait, je pense que Macron, c'est pas qu'il n'est pas en terrain favorable. Je pense qu'il a été beaucoup attaqué sur ses propos nuancés, notamment par rapport à l'UEF. D'ailleurs, c'est ce que la candidate du Front National lui a reproché hier, ce à quoi il a répondu, je le cite, oui. Je ne soutiens pas l'UEF, je démantèlerai toutes les associations qui font le jeu des djihadistes. Alors ça, c'était magnifique quand même. On est dans le débat, le second tour de la présidentielle et on parle d'une association. Je veux dire, c'est quand même, on est dans quelque chose qui est quand même un peu déconnecté avec la réalité. Ça, malheureusement, c'est Marine Le Pen qui a ramené le débat à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, Emmanuel Macron s'est inscrit en rupture sur ces thématiques-là, sur ces thématiques clivantes, évidemment, et donc il fait de l'anti-sarkozysme, pour le coup. C'est-à-dire, évidemment, il a des... Puisque c'est clivant depuis une dizaine d'années maintenant. Alors, il a des avantages comparatifs sur les domaines économiques, il était ministre de l'économie et des finances, etc. Donc, il a quand même... il va plutôt appuyer là où il est bon, là où il a une technicité, il peut... D'ailleurs, Marine Le Pen est très faible sur l'économie, on l'a vu sur le passage sur l'euro, les Q, c'était pas très clair. Donc c'est évident qu'il va jouer sur, quand il est en terrain favorable... Tu es gentil quand tu dis c'est pas très clair. Oui, c'était même assez ridicule pour quelqu'un qui a juste fait quelques années d'économie. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, depuis le début, est dans cette stratégie, et il a pris note aussi d'un fait, c'est que et Sarkozy et Emmanuel Valls ont été sortis des primaires. Alors que ces deux hommes politiques qui étaient aux responsabilités et qui ont beaucoup joué sur cette marotte-là, à savoir le sécuritaire, la laïcité, l'islam,
un peu l'immigration, etc. Et donc lui, il s'est complètement inscrit en faux en appelant plutôt au rassemblement, en prenant un petit peu le costume du candidat qui est là pour calmer les esprits, pour faire une sorte de désescalade de cette hystérie collective. Mais du coup, qui par s'est emparée contraste, du pays. ça marque encore plus le discours de Marine Le Pen, ce retour à un peu plus de nuances. Alors oui, ça marque, et c'est là où Marine Le Pen peut-être veut jouer à son avantage en montrant qu'il est un petit peu fragile, selon elle, qu'il est... Pas assez ferme en tout cas. Oui, même fragile, je pense qu'elle l'a dit d'ailleurs lors du débat, voire même complice sur la question des terroristes. Du terrorisme, de l'islamisme. Moi je trouve qu'il n'a pas été fragile. Non, il n'a pas été fragile, mais dans l'interprétation de Marine Le Pen, ou en tout cas ce qu'elle veut faire entendre aux Français, c'est que Emmanuel Macron est fragile. Il est jeune, il est l'homme des pouvoirs. Il lui a fait relever une énorme bêtise quand elle a parlé des douaniers pour arrêter les touristes à la frontière. Les terroristes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais c'est des touristes armés, c'est tout. À la frontière, alors que c'est une bêtise énorme, et qui lui a dit qu'il ne suffisait pas de former, parce que la plupart des terroristes qui sont passés à l'acte, ils sont déjà en France, ils ont déjà un passeport français, c'est pas en fermant la France. Ils n'ont peut-être même jamais quitté la France. Il y a quand même un jeune de 19 ans, là, qui avait, celui qui a assassiné le prêtre, qui n'avait peut-être jamais quitté la France. Qui sont à l'intérieur, donc c'est pas en fermant les frontières, c'est en s'arc-boutant sur soi-même qu'on va arrêter le processus. Lui, il a une démarche, il a essayé de l'expliquer, mais hier, il était impossible. Il était impossible de parler, de raisonner, de parler tant le débit et l'invective de Marine Le Pen étaient à une cadence insupportable. Est-ce qu'on peut dire, du coup, au vu de cette tonalité du débat, est-ce que les abstentionnistes, notamment du côté de Mélenchon, qui sont très nombreux, c'est la majorité d'après les sondages qui refusent d'aller voter ce dimanche, vont être convaincus finalement d'aller voter parce qu'ils se sont rendus compte du véritable visage et du manque de programme de la candidate du Front National, ou est-ce qu'au contraire, ils vont se dire, bon, on n'a plus rien à craindre parce que quelque part, elle s'est délégitimée et ça peut renforcer au contraire l'abstention? Oui, c'est le risque, effectivement. Je discute un petit peu avec des amis qui ont voté Mélenchon et qui sont même parfois ce qu'ils appellent, eux, des insoumis, membres de la France insoumise, du mouvement, mais je pense que ça les conforte finalement dans leur prise de distance avec ce second tour. Beaucoup se disent, effectivement, c'est pas la peine de voter. Les deux sont à peu près au même niveau. D'ailleurs, ils font beaucoup de confusionnisme, et ça, c'est un peu dérangeant. Mais peut-être que le débat d'hier a justement montré que c'était pas du tout la même chose. Mais pour eux, ça les conforte dans leurs a priori ou dans leur jugement par rapport à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, déjà, il a gagné, que c'est l'homme du système, que c'est l'homme qui passera les réformes, et d'ailleurs, Marine Le Pen a joué sur ce credo-là en insistant sur le fait qu'il était l'homme du système et qu'il allait continuer les lois El Khomri, les 49.3, etc. Et elle, soi-disant, la candidate du peuple et du pouvoir d'achat, elle l'avait dit. Pouvoir d'achat contre le pouvoir d'acheter. Donc elle a joué sur cette symbolique-là pour essayer de flatter l'électorat, peut-être l'électorat de droite déjà, évidemment, LR, mais aussi l'électorat de Mélenchon. En faisant allusion à Macron en le traitant de soumis. Par référence, oui, tout à fait. Par référence, tout à fait. Elle envoyait des signaux. C'était des signaux qui étaient envoyés à plusieurs électorats, de droite et de gauche. Et donc l'objectif était vraiment de montrer, de ridiculiser Emmanuel Macron. De droite, il a raté son appel. C'est-à-dire les fillonistes avec l'histoire de l'Europe, de l'euro, de l'équeu. Oui, peut-être qu'elle ne sera pas prise au sérieux, effectivement, par par une bonne partie de l'électorat de droite. Mais je pense que de toute façon, cette partie-là allait déjà voter Macron. Mais effectivement, on sent que l'objectif était de ridiculiser et de montrer que, oui, Macron, même si vous ne votez pas pour moi, je suis d'accord avec vous. Et donc, vous avez raison, abstenez-vous. Il faut qu'il y ait un maximum d'abstention. Et donc, c'était une sorte d'hystérisation du débat pour être en dessous des pâquerettes, en dessous de tout, et laisser Macron, peut-être même tenter qu'il craque, parce qu'elle a joué un peu à la quitte ou double. C'est si Macron craque, j'ai tout gagné. Parce que c'est la preuve qu'on ne peut pas lui donner le bouton. Voilà, on peut pas lui donner le bouton de l'arme nucléaire parce que c'est un jeune débutant, etc. Mais en même temps, c'était quitte ou double parce qu'elle s'est elle-même un petit peu coincée parce qu'il n'a pas craqué. Il l'a même, de temps en temps, lui a envoyé quelques uppercuts. Et donc, ça a été plutôt Marine Le Pen
qui étaient en difficulté sur cette posture de présidentielle. Alors, juste avant... J'ai vu un blogueur, oui, Naïm Kamel. dans le même registre, j'ai vu un blogueur, enfin j'ai lu sur un blogueur, il a dit dès lors que Marine Le Pen n'a pas réussi à faire sortir Emmanuel Macron de ses gants, c'est qu'on peut lui confier le code nucléaire. Il n'y a pas de problème, on est rassuré. Allez, vous n'avez pas répondu à la question d'Naïm Kamel sur le possible impact de ce débat de mercredi sur les abstentionnistes. Est-ce qu'on peut espérer qu'au contraire, ils se mobilisent pour aller voter après avoir vu la teneur des propos de la candidate du Front National, ou est-ce qu'au contraire, ça peut renforcer la démobilisation? Eh bien, génial, celui qui peut vous répondre à cette question. Je crois qu'avec tous les sondages qu'ils passent leur temps à faire en France, avec tous les experts qu'ils ont, personne aujourd'hui n'est capable de dire exactement ce que vont faire les abstentionnistes. D'autant plus que je crois qu'on tombe encore sur un long week-end et que les gens ont les procurations de vote. En principe, les gens de la gauche sont antiracistes, antifrantistes. Maintenant, il se peut aussi que les extrêmes, Lénine l'avait dit il y a longtemps, se rencontrent, finissent par se rencontrer. Ils peuvent aussi considérer que pousser Le Pen, ça pourrait les favoriser face à Macron pour les législatives. Il y a beaucoup de calculs, d'ailleurs, Mélenchon lui-même, ses amis, bon, sauf son porte-parole, qui lui n'était pas une voix pour Marine Le Pen, mais pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas, parce que même je ne crois pas que les 18 ou 19% de voix qu'a obtenu Mélenchon soient tous vraiment des mélenchistes. Et il y a des gens qui ont été séduits à un moment donné et qui peuvent... Aussi des déçus du système. Ou des déçus du système, mais qui peuvent, à un moment donné, avoir peur de l'extrême droite et de son temps liberticide et préférer aller reconsacrer le système, quitte à voir dans 5 ans ce qui va se passer. Une dernière question, il nous reste 2 petites minutes, sans vouloir faire trop de prospective, encore une fois, puisque c'est difficile de se baser sur des sondages, mais la prochaine échéance, c'est les législatives. Au vu de tout ce qui s'est passé dans cette course à la présidentielle, qu'est-ce qui peut se dessiner comme rapport de force pour une majorité gouvernementale ? Bah là, effectivement, c'est très difficile, puisque la vraie problématique, c'est qu'on a les partis de gouvernement, comme on les appelait, qui ont quand même qui ont pris une claque. Voilà, qui ont bu la soupe à la grimace lors de ce premier tour, donc complètement délégitimés quand même. Alors on verra ce qu'il va advenir, parce que c'est aussi des élections différentes. Hein. Présidentielle, c'est un seul homme ou une seule femme, et puis là, on va parler beaucoup plus de différents élus, de proximité, etc. Et les partis aussi auront leur rôle à jouer. La dynamique Macron, est-ce qu'elle s'essoufflera? Quelle va être sa stratégie? Est-ce qu'il va plutôt s'allier avec des partis, ou bien il va exiger, comme c'était le cas récemment, que les têtes d'affiche quittent leur parti pour venir dans le mouvement? Donc c'est un petit peu compliqué à anticiper, mais là où il y a quelque chose de certain, c'est que Marine Le Pen avait fait un très bon score au niveau des régionales. Enfin, le Front National a fait un très bon score au niveau des régionales. Marine Le Pen fait un très bon score, donc confirme au niveau de la présidentielle. Donc le gros risque, c'est que le Front National, pour le coup, lui, contre vents et marées, il gardera le cap. Et donc il pourrait, là, sur le coup, renforcer sa place aux législatives. Renforcer sa place et peut-être même être en pôle position. C'est un risque. Naïm Kamel, le mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais que c'est sur le même thème que Emmanuel Macron table sur la dynamique présidentielle qui normalement, il n'y a pas de raison, dit-il, pour qu'on m'élise président de la République et qu'on ne me donne pas une majorité pour gouverner. J'ai vu quelques projections hier ou ce matin qui tablaient un peu sur une majorité simple. Lui-même l'a dit d'ailleurs au mouvement En Marche, que la droite classique va se maintenir de manière consistante. Et que, curieusement, Le Pen, parce que ça c'est un problème de système électoral, il faut 12,5% pour pouvoir se maintenir, et tout ça, c'est des calculs très, très compliqués que seuls les experts des élections françaises peuvent maîtriser, mais il donne à peu près entre 20 et 25 députés à Marine Le Pen. Tout ça, ce sont des pronostics. On est presque dans les bookmakers, mais on ne pourra savoir vraiment que quand
les élections auront lieu, quand la dynamique électorale commencera. Et ça dépendra, parce qu'aujourd'hui, on donne 60-40 entre Marine et... Ce qui est déjà un score très important pour le Front National. Mais il ne faut pas exclure peut-être une divine surprise qu'elle sera en dessous. Et là, on est dans une autre configuration. On aura l'occasion d'y revenir après le résultat de ce deuxième tour. Merci beaucoup Narim Kamel, merci Mohamed Ezouak d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. La suite des programmes et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.